L'histoire nous laisse des traces, des indices sur des personnages parfois oubliés, un nom de rue, d'une salle au lycée Turgot, ou même un nom gravé dans la pierre. En suivant ces indices, nous avons tenté de retracer l'histoire de François Perrin dans son parcours d'homme engagé dans la résistance tant à l'intérieur de l'école qu'à l'extérieur, et ainsi devenu le héros de la résistance du lycée Turgot. François Perrin, ça m'évoque la résistance urbaine. C'est un ancien professeur du lycée. Une grande rue de Limoges, une rue principale. Figure de quelqu'un qui est allé jusqu'au bout de ses convictions et de ses valeurs. Fils de deux instituteurs, il naît le 21 novembre 1892 à Bujaleuf, en Haute-Vienne. Élève brillant, il entre à l'école normale de Limoges en 1909 pour devenir instituteur. En 1913, François Perrin poursuit ses études à Londres pour perfectionner son anglais. Durant l'été 1914, l'Europe entre en guerre. Le gouvernement français ordonne la mobilisation. Et François Perrin rejoint le front le 17 août 1914. Soldat courageux et vaillant, il gravit rapidement les échelons. Il devient caporal, puis sergent, et enfin sous-lieutenant en 1916. En mai 1917, il est blessé. Après l'armistice du 11 novembre 1918, il obtient la Légion d'honneur et 5 citations pour avoir survécu 45 mois au front et pour son grand courage. De plus, son engagement reste sans faille, en étant après la guerre président des officiers de réserve de la Haute-Vienne. Je crois que c'est un homme qui connaissait le combat, le risque et la mort. Et c'est une notion qu'on a du mal à approcher nous aujourd'hui, risquer sa vie, côtoyer la mort. On a l'expérience de la guerre et c'est quelque chose que peu de gens ont. Le sens de l'engagement, et puis des valeurs humaines comme le courage. Un caractère tenace, engagé, nourri d'un bon patriotisme et quelqu'un de très fidèle à sa patrie. C'est qu'il n'est pas rentré démoli. C'est un homme qui est rentré fort visiblement de cette guerre. Après sa démobilisation, François Perrin s'installe à Limoges et il fonde une famille. Il se marie avec Jeanne Trabuchère et devient père de 2 filles, Suzanne et Yvonne. D'abord instituteur, il est ensuite professeur d'anglais et entre en 1934 à l'École nationale professionnelle de Limoges, l'ENP, connue aujourd'hui sous le nom lycée Turgot. En même temps, il donne des cours à l'École normale d'instituteurs. Ses anciens collègues disaient qu'ils le voyaient là, rentrer dans le lycée avec sa cravate, son petit canotier. On voyait qu'il était heureux de venir au contact des élèves, il était heureux de ce métier, heureux avec ses collègues. C'est quelqu'un qui a profondément aimé son travail. Quelqu'un d'inspirant aussi. Ouais, ce serait un modèle pour ses élèves qui vont toujours le respecter ou peut-être même suivre sa voie. Un professeur respecté, un ambassadeur des valeurs de la République. Et je suis sûr que c'était un homme simple et abordable. Promu officier d'académie, c'est un républicain, un humaniste, un démocrate. Très tôt, il s'engage dans la franc-maçonnerie. Il appartient à la loge des artistes réunis. Dans cette organisation, les frères échangent autour de questions sociales et politiques, dans une harmonie philosophique. Il y côtoie Armand Dutré, un compagnon qui va le suivre jusqu'aux derniers instants de sa vie. Alors la franc-maçonnerie, c'est quand même un lieu où l'on débat beaucoup de philosophie, des valeurs humanistes, des problèmes contemporains. François Perrin, effectivement, il était très présent dans la franc-maçonnerie. Il semblerait qu'il était un orateur apprécié. Il appartenait à un groupe qui s'appelle les Artistes Réunis. Donc je pense que cette appartenance-là a pu leur servir dans l'appréhension de la discrétion et du secret, on va dire. François Perrin est un homme de tolérance dans les débats tout en affirmant ses convictions. Ses frères maçons le décrivent comme un ami sérieux, sûr et bon, à la poignée de main rude et réconfortante, a su allier les qualités du professeur, de l'officier et du franc-maçon.
François Perrin est mobilisé. Selon le témoignage de Robert Lavore, un de ses amis résistants, recueilli en 1946, il n'accepte ni la défaite, ni l'armistice voulu par le maréchal Pétain. Juin 1940, c'est une claque. C'est une claque tout simplement parce que la défaite a lieu en 5 semaines et que c'est extrêmement rapide et extrêmement douloureux pour les Français. On a du mal à imaginer qu'en un mois, le pays s'écroule et que les dirigeants changent, tout change, le quotidien change. Immense sentiment de peur. En décembre 1940, Perrin revient à l'ENP. Celle-ci est composée de 2 sections, une section commerce et une section industrie. Mais il existe également une section préparatoire au concours des arts et métiers. L'école est déstabilisée, des enseignants et des élèves de l'ENP sont morts, disparus ou prisonniers de guerre. L'établissement accueille les réfugiés de l'Exode, des élèves d'autres ENP, des militaires et des civils. En 2 mois, 10 000 repas sont distribués et les cours reprennent seulement en octobre 1940. Le régime de Vichy se met en place et impose son idéologie à l'ENP, comme dans toutes les écoles de France. C'est la Révolution nationale. La République et la démocratie n'existent plus, et pour Perrin, c'est une morsure supplémentaire. Le gouvernement de Vichy s'intéresse de près à l'école nationale professionnelle par rapport à la formation des techniciens, par rapport au développement de l'industrie. Il y a des visites officielles. Il y avait des élèves qui se méfiaient de leurs professeurs parce qu'il ne fallait pas trop parler contre Vichy, et des professeurs à contrario qui se méfiaient de leurs élèves parce qu'il ne fallait pas non plus dévoiler trop ses idées. Si je sais qu'il y a quelques professeurs qui ont émis leur position politique et leur opposition à Pétain, et qu'il y en a un ou deux qui s'affrolaient la moustache. Dans un tel contexte, de haine anti-républicaine, antidémocratique, xénophobe et antisémite diffusée par Vichy, François Perrin, en qualité de militaire, de franc-maçon et de professeur, ne peut que se mettre au service de la résistance. Donc François Perrin étant un humaniste, un homme qui est un ardent républicain, un socialiste, qui a des valeurs universelles, ne peut pas accepter ce régime de Vichy. C'est intolérable pour eux. Il est rentré dans la résistance parce qu'il a déjà fait la Première Guerre mondiale. Envie d'aider ses élèves. Il veut défendre les anciennes valeurs de la France qui ont un peu changé avec le régime de Vichy. Il choisit le pseudonyme de Bob et devient avec Armand Dutré, Valentin Lemoine, Maurice Schmitt, Charles Bache et Jean Gagnan, un des fondateurs et un des responsables du comité régional du mouvement Libération Sud. François Perrin est engagé pour la paix et le retour de la démocratie. La résistance, c'est justement des gens qui ne peuvent pas accepter certaines situations parce que ça détruit leur ego profond. La résistance, elle a commencé par des résistances individuelles. Écrire à la craie sur un trottoir, écrire sur un mur, très tôt des journaux aussi qui ont été diffusés. Donc c'est au départ de la résistance individuelle, puis ensuite des petits groupes qui se constituent, des réseaux qui se constituent. Parce que les gens qui avaient cet esprit-là ne pouvaient pas se soumettre à la pensée unique de Vichy. Les résistants, c'est pas des gens qui d'un seul coup se sont révélés résistants. On a pu avoir des révélations comme ça, mais je pense que c'est des gens qui avaient une façon de penser qui les amenait de toute façon à résister. Il y a l'histoire aussi qui vous emporte, et la guerre c'est un tourbillon qui parfois ont emporté les hommes dans leur destin. Fin avril 1942, 3 jours après l'avènement de Pierre Laval comme chef du gouvernement français, un incident éclate à l'ENP. Le successeur de Pétain, c'est Pierre Laval, chef du gouvernement. Et à un moment donné, il y a des élèves au lycée qui ont mis un portrait de Laval surmonté d'une potence et avec des mots vendus, pourris, donc des mots violents. Donc ça prouve bien que au sein de l'école n'a pas échappé aux sentiments divers de la population concernant cette guerre. En juillet, des lettres anonymes dénoncent l'ENP comme un véritable foyer anti-gouvernemental, gaulliste et anti-allemand. Perrin aurait fait partie de ceux qui ont soufflé aux élèves d'aller manifester le jour du 14 juillet. Dans la lettre de dénonciation du 19 août 1942, envoyée à Monsieur l'intendant de police, il est précisé que Perrin se trouve dans tout ce qui est social, antipatriotique, anti-gouvernement.
Dénoncé comme haut dignitaire de la franc-maçonnerie, Perrin est révoqué le 24 octobre 1942. Il a été victime d'appartenance à la franc-maçonnerie parce que pour Vichy, les francs-maçons étaient le plus grand ennemi. Parce qu'effectivement, les francs-maçons étaient des républicains ardents, des démocrates. Et donc, pour Vichy, il fallait absolument s'en débarrasser. Notamment, c'est un mouvement très impliqué chez les instituteurs. Les instituteurs sont très imprégnés par la franc-maçonnerie. Et donc, ils distilleraient auprès des jeunes des idées contraires aux idées de Vichy en ce qui concerne la Révolution nationale. Au printemps 1943, la police allemande décime les mouvements de résistance et ainsi arrête de hauts cadres des murs de la région 5 Limoges. Depuis janvier 1943, les trois grands mouvements que sont Combat, Libération Sud et Francs-Tireurs ont fusionné pour donner naissance au mouvement uni de la résistance. Perrin a participé à la création de l'état-major régional de l'armée secrète, la branche armée des murs, et il dirige le premier bureau, celui du renseignement. Le 17 avril, François Perrin, Armand Dutré et Valentin Lemoine sont arrêtés. Conduits d'abord à la caserne Marceau, Perrin est ensuite transféré le 25 mai au fort de Romainville, réservoir d'otages, destiné à être fusillé en représailles suite aux actions de la résistance. Le 2 octobre 1943, Perrin est fusillé comme otage au Mont Valérien avec 49 autres hommes. Parmi eux, 5 autres Limousins, dont des compagnons d'armes, Armand Dutré, Georges Leblanc, Maurice Smith. Dans la Marseillaise du Centre du 9 septembre 1944, une prisonnière de Romainville témoigne. Ils ont été enchaînés et hissés dans les autocars, au milieu des bourreaux qui avaient fait leur maniement d'armes devant leurs yeux pendant cette heure inoubliable. En montant dans le car, un monsieur Schmitt de Limoges a eu le cœur de crier « Courage, on les aura quand même !» D'autres criaient « Vive la France !» et envoyaient des baisers avec leurs mains chargées de menottes. Puis le sinistre convoi est parti passant rideau baissé sous nos fenêtres fermées. Par ordre, l'exécution a eu lieu vers 20h. Avant leur exécution, certains otages ont pu écrire une lettre ou faire un graffiti comme celui de Dutré. Rien n'a été retrouvé de la part de Perrin. L'homme brillant, l'enseignant, le militaire, le maçon, le résistant et le père de famille s'éteint à tout jamais pour laisser place à sa mémoire. Lors de nombreux hommages qui ont suivi l'armistice du 8 mai 1945, le nom de François Perrin est gravé au monument aux morts du Mont Valérien et Jardin d'Orsay à Limoges. En juin 1945, la salle des professeurs de l'ENP prend le nom de François Perrin. À Limoges, une rue porte son nom et parallèle à celle-ci, la rue Armand Dutré, son compagnon. Chaque année, depuis maintenant 80 ans, une cérémonie est organisée en hommage à François Perrin. Les élèves du lycée Turgot perpétuent la mémoire de cet enseignant, ardent républicain, fervent humaniste, qui n'a pas hésité à aller au bout de ses convictions, comme le décrit Robert Lavègre. Je connus sa détermination et vis son comportement face à une Gestapo dure et implacable. Je l'ai vu revenir d'interrogatoire, le visage tuméfié, abîmé, et qui resta toujours un mur de silence.